bonjour à tous et puis merci encore d'avoir pensé à nous inviter pour évoquer le sujet, d'autant plus d'actualité que comme vous l'avez pu peut-être l'entendre, nous avons justement fait des recommandations hier dans le journal officiel sur justement un problème qui concerne complètement l'éthique et la santé en détention, mais même la santé au sens, enfin pas que la santé, mais aussi le sens de la peine d'ailleurs sur des personnes incarcérées et qui concernaient effectivement des personnes plutôt très âgées avec des gros problèmes de handicap et qui aujourd'hui en France peinent à trouver des solutions adaptées à leur situation, tant du côté de la justice d'ailleurs, avec une utilisation assez encore trop faible des suspensions de peine et aménagements de peine, et puis tant du côté santé où on a quand même vu des difficultés à pouvoir organiser la prise en charge de personnes nécessitant des soins un peu adaptés. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que le contrôleur général des privations de liberté? Nous sommes issus d'un protocole contre la torture et le traitement inhumain et dégradant qui a été adopté par les Nations Unies en 2002. Et donc, dans ce protocole des Nations Unies, les plus de 160 pays signataires se mettaient d'accord pour mettre en place dans chaque pays un organisme national de prévention. Et en France, ça s'est appelé le contrôleur général de privation de liberté. Donc, nous sommes une autorité administrative indépendante chargée de vérifier que les droits fondamentaux, la dignité sont respectés dans tous les lieux où il y a des privations de liberté d'origine administrative ou judiciaire. Donc, les centres de rétention administrative et bien sûr les prisons, les missions de garde à vue, la psychiatrie en soins sans consentement et les centres éducatifs fermés pour les mineurs. Donc, on effectue à peu près 150 contrôles par an. Et donc, nous sommes après une quarantaine, donc 15 contrôleurs permanents, détachés souvent de leur ministère d'origine. Et puis, le reste sont des contrôleurs extérieurs qui viennent de diverses institutions. Donc, en gros, il y a des médecins, même beaucoup de magistrats, il y a des commissaires divisionnaires, des généraux de gendarmerie. Et en extérieur, il y a IGAS, Cour des comptes. Enfin, il y a un petit peu tous les corps de métier qui sont susceptibles d'intervenir sur ces lieux de privation de liberté. Alors, notre contrôle, il est fondé sur l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, l'état actuel de la science pour ce qui concerne, bien sûr, les aspects assez médicaux, par exemple, mais aussi, bien sûr, les textes sur les droits de l'homme et relatifs, bien sûr, au Conseil de l'Europe. Alors, on ne contrôle pas effectivement s'il y a des procédures, contrairement à d'autres autorités. On contrôle surtout la manière concrète dont est mis en œuvre le droit des patients et des personnes privées de liberté, en vérifiant toujours l'équilibre qu'il peut y avoir entre le respect de l'humanité et de la dignité et les mesures de sécurité et d'ordre public. Alors, on n'est pas une inspection, hein, donc on ne recherche jamais des responsables. On ne fait que dire ce qu'il faut modifier, changer pour respecter ces droits. Alors, les rapports sont bien sûr contradictoires dans un premier temps, et puis ils sont tous rendus publics. Donc, la seule force du contrôle, c'est pas effectivement une force d'inspection ni d'injonction, c'est une force de rendu public et qui finalement nous convient complètement, car ça nous permet une liberté d'appréciation et de parole qui est appréciable. Alors, sur le contrôle en détention, donc je vais essayer de vous dire ce que nous on constate depuis les quelques dernières années dans les centres pénitentiaires et maisons d'arrêt, voire centrales, depuis les quelques dernières années, sur 5 grands thèmes. Donc, l'accès aux soins de droit commun, tout ce qui va concerner le secret médical, la pluridisciplinarité, tout ce qui est accès aux soins d'urgence, les actes médicaux légaux et hygiène et sécurité. Alors, sur l'accueil et les locaux permettant d'abord, alors sur l'accès aux soins, bien sûr, de droit commun, premièrement, sur l'accueil et les locaux permettant un exercice normal des missions. Ce qu'on voit vraiment la plupart du temps, c'est déjà c'est une grande variabilité de ces locaux et qui permettent l'exercice des soins. Ce qui sort souvent, c'est le manque de bureaux, soit des bureaux pour consulter par tous les professionnels qui des fois partagent le même, voire des fois des bureaux qui sont, comme vous verrez sur les photos, un peu compliqués à gérer.
Souvent aussi le manque de salles de réunion, d'activités qui permettraient par exemple des activités de groupe, surtout pour l'éducation à la santé d'un côté somatique et la psychiatrie pour tout ce qui est un peu activité thérapeutique. Des salles d'attente, souvent qui sont peu propices à l'apaisement, c'est un réel problème. Et vous verrez là aussi avec des subtilités sur les photos. Et puis, souvent, l'adaptation, alors, contrairement aux gardes à vue, honnêtement, on a vu quand même des efforts considérables sur la prison, sur tout ce qui est adaptation du nettoyage par rapport au Covid. Et les procédures de prison ont souvent été très, très bien, en tout cas, conceptualisées et puis réalisées, contrairement à ce qu'on voit dans les commissariats de police, par exemple. Tout ce qui est répercussion aussi sur le positionnement des surveillants de ces locaux, parce que le surveillant, des fois, il est trop loin, des fois, il est trop près, donc vous allez voir que c'est des fois un peu compliqué à gérer. Voilà pour ces... Alors, je vais vous montrer des photos. Alors, par exemple, vous voyez des exemples de couloirs. Bon, alors là, il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est effectivement... bon, vous avez tous souvent des fauteuils dentaires. Il y a rarement des fauteuils dentaires un peu vieux, mais maintenant, de plus en plus, on voit quand même du matériel d'assez bonne qualité. Alors, les locaux, la photo de gauche, pardon. La photo de gauche, c'est pour vous montrer on voit des services médicaux qui sont dans 40, 60 mètres carrés. Et puis, par contre, on voit là, par exemple, c'est une centrale où en fait, il y a tellement de mètres carrés qu'entre-temps, ils n'ont pas le droit de recevoir beaucoup de monde. Donc, du coup, beaucoup de pièces ne servent plus à grand-chose. Donc, c'est assez grand. On pourrait manger par terre tellement c'est propre. Là, vous voyez effectivement aussi des problèmes de bureaux trop étroits où en fait, on doit tenir la salle de réunion, on doit se tenir en réunion dans 9 mètres carrés. Alors le problème des hublots aussi qui nous gêne souvent car ils sont rarement occupés. C'est là où on voit toute la subtilité entre sécurité et puis respect des soins. Autant les hublots, lorsque les personnes sont habillées, c'est pas gênant. Autant les hublots ouverts, lorsque les personnes sont sur une table d'examen derrière, ça nous embête. Vous voyez d'autres exemples aussi en termes de locaux. Là, vous voyez des immenses salles de radiographie. Quand je vous parlais des salles d'attente, alors bon, il y en a qui sont plus ou moins propres, il y en a qui sont plus ou moins vétustes, il y en a qui sont carrément. Alors, vous voyez le problème de la psychiatrie qui est complètement vitrée, par exemple, en plein milieu de deux couloirs. Donc là, pour la confidentialité des personnes qui sont reçues chez le psychiatre, ça nous a aussi un peu gênés. Vous voyez des salles d'attente qui sont du coup tellement petites et grillagées que là ça c'est pas possible pour nous, avec juste un plot pour s'asseoir et puis 1 mètre carré pour derrière la grille, ça va pas non plus. Et quelque chose qu'on avait trouvé assez sympathique, c'est finalement une salle d'attente qui, pour des raisons d'ailleurs, je pense, de place, avait été laissée ouverte avec 4 sièges sur la grande pièce en plein milieu du service. Et paradoxalement, les gens étaient assez calmes sur ces chaises parce qu'ils se sentaient plus dans un service médical que dans une prison. Et finalement, c'était pas mal que d'avoir cette salle d'attente totalement banalisée. Alors sur les locaux de recommandation habituelles, alors elles sont celles que je vais vous énumérer. Donc les locaux, à chaque fois, souvent, lorsque c'est trop petit, on demande que quand même les locaux soient adaptés au niveau de la taille et du nombre pour le nombre de soignants et permettre aussi les salles de réunion, les séances de groupe, la confidentialité des soins, ça c'est aussi important. On a vu aussi des services médicaux où les portes se fermaient pas, sauf à tirer sur le petit regard qui est au milieu avec 2 doigts pour fermer la porte, sauf que le surveillant restait derrière et ça non plus c'est pas possible. Les mouvements sont souvent problématiques en direction d'unités sanitaires, donc là aussi on demande à ce que ça soit souvent quand même fait pour limiter les temps d'attente entre la cellule du détenu et puis l'arrivée au service médical, ce qui n'est des fois pas facile. On recommande aussi d'autoriser la mixité des mouvements. Il y a encore des habitudes en fait en prison où en fait séparer les hommes et les femmes séparer les hommes et les femmes dans l'hébergement individuel devient en fait une interdiction de les faire se croiser dans les couloirs, donc avec des blocages de mouvement dès qu'une femme passe dans un couloir qui doit être mixte, enfin en tout cas qui pourrait être mixte.
Et en fait, la loi n'a jamais interdit à un homme et une femme de se croiser dans une prison, surtout qu'il y a souvent des surveillants avec. Et ça limite quand même les blocages de mouvement sur ces considérations un peu curieuses d'un autre âge. La mixité, donc nous, on la recommande de plus en plus, et elle se fait maintenant de plus en plus dans tout ce qui est atelier professionnel. Beaucoup maintenant d'établissements aussi l'autorisent dans des activités thérapeutiques en psychiatrie, où effectivement il peut y avoir des groupes avec des hommes et des femmes. Et donc je pense qu'il faut aussi accélérer les mouvements sur cette mixité dans les prisons, sur des choses qui peuvent l'être en tout cas. On relève aussi des bonnes pratiques dans les prisons. Il y a des prisons. Alors ça, je vous ai mis des exemples de bonnes pratiques de rapport. Il y a une prison où, par exemple, le sport a été permis beaucoup plus tard pour que ceux qui travaillent puissent y aller quand même après le travail. Pareil pour l'enseignement et la bibliothèque. Ça, c'est aussi. Alors, c'est la santé. C'est la santé parce que souvent, les gens, ils sont quand même mieux, effectivement, quand ils peuvent accéder aux activités physiques. Des fois, il y a des gens qui ont des maladies en plus qui méritent, en fait, d'avoir une activité physique. Donc, on ne peut pas déconnecter non plus tout ce qui est activité et sport de la santé. Et puis, on a vu aussi les prisons où, grâce à l'absence de barreaux, de grilles et de caillebotis devant les fenêtres, on avait un éclairage des cellules qui était très intéressant. Et surtout, enfin une perspective de vue de loin en fait, pour le détenu, ce qui pose souvent des problèmes d'acuité visuelle. Le fait de ne jamais voir l'horizon pose quand même beaucoup de problèmes. Alors, sur la deuxième partie, c'est sur l'accès aux médecins généralistes et puis aux soins infirmiers. Nos constats, c'est souvent en fait un temps médical et soignant qui est quand même rarement suffisant, souvent quand même un peu en dessous. Les ratios en plus sont souvent calculés, les ratios initiaux de soignants sont quand même souvent calculés sur de la construction sur le nombre de détenus théoriques et bien sûr la suroccupation qui des fois amène des taux de 150 à 200% d'occupation fait que quand on a prévu effectivement 2 infirmières pour tant de détenus, s'il y en a 2 fois plus, forcément ça ne marche pas, ça marche moins bien. Donc souvent nos recommandations sont quand même d'adapter le temps médical et soignant au nombre réel de détenus pris en charge et aux besoins surtout de détenus, parce qu'on vient de voir par exemple sur la prison de Bednak qui est sortie dans la presse hier que le problème d'avoir fait une unité avec des personnes très dépendantes et très malades, lorsqu'il ne reste plus qu'une infirmière dans la journée l'année dernière pour faire tout le travail, ça posait beaucoup de problèmes. Donc, il faut vraiment que les soignants soient adaptés au public accueilli, tant en nombre qu'en souci à régler. Les missions sont rarement complètement assurées parce que du fait de ce défaut de temps, l'éducation thérapeutique, enfin en tout cas l'éducation à la santé est souvent ce qui est supprimé lorsqu'on n'a plus le temps de faire autre chose. Les dépistages, on les réduit aussi un petit peu lorsqu'il n'y a pas assez de monde, etc. etc. Mais globalement, depuis quelques années, on voit que quand même la plupart des services arrivent à remplir l'intégralité des missions. Les médicaments qui prennent quand même beaucoup de temps aussi aux soignants, alors avec des choses plus ou moins bonnes et plus ou moins respectueuses des droits. Bon, il y a encore des prisons avec les problèmes de substituts des traitements substitutifs qui des fois ont un peu du mal à respecter la confidentialité. Mais là aussi, on voit des améliorations. L'accès à l'interprétariat, par contre, on le voit très très peu dans les prisons. Ce qu'on voit par exemple, bon, c'est un peu normal parce qu'il y a beaucoup d'étrangers dans les CRA par définition, mais tous les centres de rétention administratifs ont quasiment maintenant l'abonnement, qui dépendent des hôpitaux d'ailleurs aussi, ont quasiment tous accès à des services d'interprétariat par téléphone avec des abonnements annuels pour toutes les langues, ce qu'on trouve encore très peu en prison, avec du coup des médecins et des infirmières qui se débrouillent comme ils peuvent, mais ce qui pose quand même de problèmes, surtout que le taux d'étrangers dans les prisons n'est pas neutre, en tout cas de ceux qui ne parlent pas le français n'est pas neutre. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi là-dessus sur les ratios, je ne vous ai pas dit, mais sur les ratios, effectivement, ils avaient été installés. Alors, il y avait initialement, d'ailleurs, en 2005, des ratios de soignants qui avaient été institués par type d'établissement, puis ça a été supprimé en 2012. On l'a un peu regretté. D'ailleurs, il y a aussi un rapport de la Cour des comptes de 2014 qui en parle et s'était aussi étonné de la disparition de ces ratios.
Voilà sur ça. Alors, il y a les fouilles. Alors, les fouilles, ça peut aussi vous influencer sur la santé, car encore quelques prisons imposent les fouilles obligatoires pour les demandes de soins, ou qui sont faites un peu trop systématiquement lorsque les patients descendent vers le service médical. Et beaucoup de patients nous ont dit qu'ils n'y allaient plus parce qu'ils n'avaient plus envie d'être fouillés à nu à chaque fois qu'ils demandaient d'aller voir le médecin. Bon, c'est à la marge, honnêtement, on ne l'a pas vu souvent, mais ça peut être aussi des fois, enfin, savoir si effectivement les patients ont une fouille systématique avant de descendre ou de monter d'ailleurs au service médical peut des fois expliquer des non-recours, des non-recours à l'accès aux soins pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le soin, en fait. Voilà, voilà sur ça. Alors, bah là, c'est encore des photos. Bah, vous voyez la surpopulation, et puis par rapport à l'hygiène et au Covid, vous voyez bien quand on a des cellules comme ça. Bon, on a encore vu pire. Il y a encore des prisons avec des chambres de neuf, faut le savoir. Alors, des chambres de neuf, lorsqu'on a effectivement un risque de contagion, honnêtement, c'est pas possible à gérer. Alors, on voit aussi des bonnes pratiques sur cet accès aux soins. Par exemple, quand j'ai retrouvé, j'ai mis l'origine. Quand j'ai pas retrouvé, c'est que j'ai pas retrouvé dans quelle prison c'était. Mais vous voyez que par exemple, on a trouvé une prison qui avait un diététicien qui était détaché par l'unité sanitaire par l'hôpital et qui travaillait sur du coup l'éducation, sur la nutrition de manière assez intéressante pour les détenus. Bon, il y a des prisons aussi où les effectifs permettent d'avoir des infirmiers tout le samedi et tout le dimanche sur la journée pour faire des entretiens infirmiers, pour faire des prises en charge un peu différentes. Et puis, il y a une autre prison où, effectivement, il y avait même des ateliers mémoire pour les personnes âgées en lien avec le SPIP. Et là, ça renvoie à ce qu'on a encore vu une fois hier sur le vieillissement de la population pénale qui mérite de réfléchir à comment on va adapter quand même le soin pour cette part de public qui était déjà à 3,5% des détenus en 2012 et qui, là, à mon avis, a doublé. Donc sur l'examen à l'admission et à la sortie, alors donc comme je vous le disais, le dépistage et les vaccins, maintenant c'est quasiment tout, fait quasiment partout, de manière avec discernement. On n'a pas grand-chose à dire là-dessus, c'est quelque chose qui est bien rodé et bien connu. Et sur la préparation à la sortie, par contre, ce qui manque encore, mais ça c'est par faute de temps et par de réseau, c'est quand même le développement du réseau avec la ville. Avec les médecins de ville lorsqu'ils sortent pas très loin, et puis lorsqu'ils ont aussi, les services ont le temps de préparer les sorties, mais là aussi on arrive à avoir des améliorations quand même sur les délais donnés aux services médicaux pour préparer le dossier, les copies de dossier, les ordonnances et donner les médicaments pour les quelques jours qui vont venir. Le problème qui se pose, c'est surtout les soins au QSL, puisqu'effectivement la réglementation n'imposerait pas aux services médicaux de soigner les personnes qui sont en soins en quartier de semi-liberté. Sauf que malheureusement, on trouve encore énormément de quartiers de semi-liberté qui ne sont mis dans des centres pénitentiaires en pleine campagne, où les gens n'ont pas de vélo, ni de mobilette, ni de voiture, bien sûr, où ils ont déjà du mal à trouver du travail, mais alors trouver en plus un médecin qui accepte de venir les prendre en charge est compliqué. Alors heureusement, de plus en plus, certaines prisons et services médicaux acceptent d'assurer malgré tout les soins médicaux pour les gens qui sont en quartier de semi-liberté, ce qui pallie à ce problème. Sur le quatrième point, c'est l'accès à un psychiatre. Là aussi, c'est quasiment partout, on a une insuffisance de temps de psychiatre, malheureusement, sur la population qui, à plus de 30%, en aurait besoin. Une offre incomplète aussi sur l'ensemble de la psychiatrie, soit effectivement c'est des temps infirmiers qui manquent, des temps de psychologues qui manquent, soit c'est des temps de psychiatre, c'est très aléatoire, il n'y a pas une prison qui ressemble à une autre. On voit quand même un peu de plus en plus, heureusement c'est encore rare, mais il y a le problème quand même du non-consentement au traitement qu'on commence à avoir à cause de la difficulté de trouver une issue à des patients qui relèvent de la psychiatrie en urgence. Alors ça, j'en parle plus tard, mais ça renvoie effectivement au problème des UHSA qui, à part un ou deux, les autres n'acceptent pas de prendre des urgences. Du coup, on est sur du D398 qui va à l'hôpital local, qui est réticent à le prendre en charge, même quand il a une chambre d'isolement,
et le patient n'a pas envie d'aller dedans. Et du coup, on se retrouve avec des patients qui restent un peu en stand-by dans les services de médecine en pleine crise de psychiatrie, avec des traitements qui sont des fois injectés sans mesure de soins, sans consentement, et surtout sans le consentement du patient, ce qui pose des problèmes éthiques justement à la prise en charge de ces patients qu'on garde des fois juste plusieurs jours. On a vu des prisons où les patients sont restés un mois dans leur cellule par défaut de prise en charge. L'UHSA n'en voulait pas et l'hôpital agréé se disait incompétent pour le prendre. Et on a vu des prisons où quand même les soignants sont confrontés à des patients qui restent du coup en pleine crise de psychiatrie dans leur cellule pendant plus d'un mois, ce qui est quand même un peu inacceptable. Quoi vous dire de plus? Alors il y a la gestion de l'addictologie, mais qui ne nous pose pas de problème, parce que autant les pratiques sont très variables sur l'addictologie. Des fois c'est les somaticiens, des fois c'est les psychiatres, des fois c'est les XAPA qui interviennent, etc. En général, de toute façon, les gens se parlent et les choses se passent à peu près convenablement. Les gens évitent de se marcher sur les pieds. Mais là aussi, les choses sont très variables et pas très protocolisées. Les recommandations habituelles qu'on fait sur ce sujet, c'est que, par contre, ce qui pêche beaucoup dans la psychiatrie, dans les services dans les centres de détention et les maisons d'arrêt, c'est que, à part effectivement l'accès à la consultation, il y a quand même très peu d'endroits où en fait on a l'ensemble du panel qui est proposé de droit commun. Donc il y a très peu en fait d'accès de soins de type thérapeutique relevant de ce qu'on trouverait en CATTP par exemple dehors, soit parce qu'il y a pas de locaux adaptés, soit parce qu'il n'y a pas assez de soignants, soit parce que c'est compliqué de faire les mouvements et les groupes. Et là, comme je vous l'avais dit, nous, notre recommandation qu'on fait depuis des années, c'est qu'une UHSA doit recevoir forcément des patients en urgence, sinon ça ne marche pas bien. On voit aussi des bonnes pratiques sur ce sujet. Par exemple, on a vu des prisons où les gens qui sont placés en quartier disciplinaire sont systématiquement, outre le somaticien qui passe comme prévu par la loi 2 à 3 fois par semaine, le psychiatre y va aussi, et on a remarqué que c'était quand même plutôt une bonne pratique qu'un infirmier ou un psychiatre aille vérifier que tout se passe bien dans les personnes qui sont placées au QD. Enfin, le dernier point, c'est sur l'accès aux autres spécialités et à l'addictologie. On relève de moins en moins de discrimination sur le fait que ce soit un détenu sur ses accès. Donc, on s'en assure quand même pour le fait que c'est pas parce qu'il est détenu qu'il n'a pas accès dans l'hôpital aux différentes spécialités. Le problème majeur, c'est plutôt effectivement les escortes pour les emmener. Là aussi, ça va d'aucun problème dans certaines prisons où en fait on y va sans aucune difficulté, avec 0% de refus ou en tout cas de report, à des prisons où par contre des gens sont tellement reportés que ils voient le cardiologue au bout de 6 mois quand il est presque trop tard. Là, il y a quand même un aspect aussi médico-légal d'ailleurs, de tracer. Ce qu'on conseille, nous, aux soignants, c'est de vraiment tracer les refus d'escorte pour savoir si c'est vrai, effectivement, un problème de structure qui lui a empêché d'avoir accès aux spécialistes, ou si c'est le patient lui-même qui a refusé. Parce que du coup, le risque médico-légal derrière n'est quand même pas le même. Parce qu'il faut, en fait, il doit avoir accès aux soins à l'extérieur, et c'est pas parce qu'il n'y a pas c'est à l'administration pénitentiaire de mettre les moyens qui vont en face. On a vu des fois d'ailleurs des permissions de sortie avec des ambulances. Enfin, la justice peut aussi aider pour des patients qui ne posent aucune difficulté, qui sont en fin de peine, ou même qui sont là pour des peines, mais qui de toute façon n'en ont rien. Enfin, il y a beaucoup de patients qui ne vont pas de toute façon se sauver, même si on leur fait une permission de sortie pour aller voir le spécialiste. Et du coup, on peut effectivement dépanner le manque d'escorte par des ambulances privées. Ça se fait dans certaines prisons. La téléconsultation, honnêtement, elle est encore très très peu développée. Certains l'ont beaucoup développée, mais enfin, elle a quand même beaucoup de limites. D'ailleurs, on l'a bien vu à l'occasion du Covid. Autant c'est facile de faire du suivi de patients qu'on a déjà connus, qu'on a déjà vus,
par la visio, autant des patients de novo, c'est pas simple, sauf peut-être pour la psychologie et la psychiatrie où ils ont effectivement été un peu surpris du fait que ça marchait finalement pas trop mal, mais pour d'autres pathologies, c'est quand même pas facile. Et souvent, ça se limite à la constatation d'anesthésie préopératoire. Il y a parfois des instruments de dermatologie, bien sûr, qui permettent des photos de qualité, avec là des aspects intéressants. Mais voilà, je pense que il faut pas non plus vouloir remplacer tout par. C'est sûr que ça évite les sorties, les extractions et la consulte et le déplacement, mais il faut pas non plus que ça soit au détriment d'une qualité de soins évidente. Là aussi, on touche à d'ailleurs des problèmes déontologiques et un peu éthiques sur la qualité du soin, du coup, sur ce qui serait un peu dégradé. Ça renvoie d'ailleurs au visio avec le juge. Et là, par exemple, on a aussi reproché, pour le coup, que le tribunal de l'application des peines de Bordeaux ne faisait plus que des audiences en visio, sans voir finalement les détenus, ce qui aurait peut-être évité d'en retrouver dans des situations qu'on a retrouvées. Sur les recommandations habituelles sur ce domaine, c'est bien sûr la base de tout. Il faut que le nombre et les modalités d'organisation des escortes pénitentiaires dévolues aux extractions doivent permettre l'accès aux soins de droit commun. Et puis, alors, une petite subtilité, on est quand même confronté dans tous les lieux de privation de liberté au problème du tabac. Alors ça, il n'y a pas que la prison, bien sûr, c'est en psychiatrie, c'est en garde à vue, le problème du tabac est quand même un problème qui se pose partout. Et puis, enfin, surtout le sevrage forcé du tabac qui pose des problèmes partout. Sachant qu'en général, quand on vient d'être enfermé, c'est rarement le moment où on a envie d'être sevré de sa cigarette. Et donc, on nous recommande maintenant, quand même, comme ça s'est fait dans certaines prisons, mais comme on le voit de plus en plus, de permettre de cantiner des cigarettes électroniques pour aussi pallier les problèmes d'accès au tabac. Plus de la moitié carrément des violences en prison sont liées à des problèmes de tabac, soit parce on emprunte, on ne rend pas, soit parce qu'on n'en a plus et qu'on devient violent, soit parce que, enfin, c'est un peu compliqué. Et il y a une bonne pratique aussi, du coup, que je vous ai pas mis j'ai pas mis en diapo, mais je vais le donner. Il y a à Rennes, par exemple, à Rennes, l'UHSI a aussi un formulaire simplifié d'hospitalisation qui permet d'accéder aux soins de manière beaucoup plus rapide que les autres. Donc, ça a été soulevé lorsque l'équipe a contrôlé l'UHSI de Rennes, et pour le coup, ça mérite d'être souligné, parce que le problème des UHSA et des UHSI, souvent, les soignants se plaignent car les dossiers à remplir sont quand même un peu longs, un peu fastidieux. C'est tout juste s'il ne faut pas motiver le fait que le patient relèverait des structures, et donc il faut, pour une fois qu'ils ont simplifié les procédures, c'est plutôt à souligner. Sur le secret médical pénal, alors quelques notions, il faut que j'accélère parce que sinon je vais être en retard. Les modalités de rendez-vous, ça c'est toujours important, c'est l'histoire des boîtes aux lettres, de l'accès à Genesis. Alors les boîtes aux lettres, il n'y en a pas partout, mais souvent des fois elles sont pas relevées par les soignants. Bon, de moins en moins ça se voit. Donc de plus en plus, heureusement, les gens peuvent demander à voir le médecin en mettant un mot confidentiel dans la boîte aux lettres qui n'est relevé que par l'infirmière. Et puis l'accès à Genesis, nous on est quand même très pour, en tout cas, que la secrétaire du service médical ait accès au moins à Genesis, ne serait-ce que pour éviter de mettre des rendez-vous, en fait, par exemple, chez le spécialiste en même temps qu'il a une unité de vie familiale ou un rendez-vous avec son avocat, parce que ça oblige la secrétaire en plus à redécaler les rendez-vous régulièrement, alors que le simple fait d'avoir accès à Genesis et au planning des détenus lui permet de ne pas mettre les rendez-vous au même moment. C'est le seul intérêt, en fait, de l'accès à Genesis quasiment pour les soignants, mais c'est pas un intérêt qui est mineur, en fait. Sur les mouvements internes et l'escorte, bon, ça, on voit ça malheureusement partout. C'est le problème de la présence des surveillants dans les hôpitaux avec les personnes qui y sont emmenées. Les portes laissées ouvertes lorsque le patient est dans les services de soins, dans la prison, par exemple. Ça aussi, c'est pas possible pour nous. Et je vous ai déjà parlé des vitres ouvertes. Et puis bien sûr la sonorisation du bureau pour pas qu'on entende tout ce qui se dit dans le... Ça, on voit ça aussi dans l'écran, par exemple. Alors sur les surveillants et la maladie mentale,
je pense qu'il faut aussi utiliser l'article qui est inscrit en dessous, 380 du CPP, qui est insuffisamment utilisé ou des fois un peu détourné parce qu'on ne demande pas forcément son avis. Et sachez que le médecin-chef en fait, de l'US a un droit de regard sur les surveillants qui sont affectés aux soins. Et donc, lorsque ça j'ai déjà vu ça dans une prison où effectivement, la psychiatre était très gênée du surveillant qui avait un comportement inadapté avec les personnes qui étaient soit en consultation, soit SMPR. Et du coup, j'avais dit, faut qu'elle mette un avis défavorable à cette affectation. Et du coup, le directeur de la prison doit effectivement le changer de place s'il n'a pas un comportement ou en tout cas une formation suffisante pour la prise en charge des patients de psychiatrie. Bon, je parlais sur la participation à la prise en charge pluridisciplinaire, ça effectivement, de plus en plus elle se fait. Les médecins ou les soignants participent au CPU, prévention du suicide, tout en préservant le secret médical. Et honnêtement, partout ça se passe, là où ça se passe très bien et les médecins en sont plutôt contents, nous aussi. Honnêtement, ça respecte la loi tout en apportant une plus-value sur le risque suicidaire. Alors j'avais aussi noté, alors je sais pas si j'ai le temps de vous, il y avait le problème des surveillants maltraitants aussi. Alors des fois on est quand même interpellé par des soignants qui nous posent mais qu'est-ce que je fais? Moi je suis au courant parce que les patients m'en parlent qu'il y a un ou deux surveillants qui sont un peu maltraitants. Je pense que là il faut utiliser l'article L6141.5 du CSP qui dit que dès lors qu'il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein de l'établissement, les personnels soignants intervenant au sein de cet établissement et ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur en lui transmettant dans le respect des dispositions, etc., du secret médical, les infos utiles. Vous n'êtes jamais oublié, vous n'êtes pas obligé de dire qui vous l'a dit, mais vous pouvez très bien le signaler que vous êtes informé par des personnes que tel surveillant fait telle chose. Après, c'est à lui de faire son enquête et puis de vérifier si les dires sont bons ou pas bons. Donc voilà en quelques photos des exemples de boîtes aux lettres, des exemples de bons qui sont pas mal parce que ça permet aussi à la personne de garder une trace. Je vous ai mis cette photo parce qu'elle est assez emblématique de la présence des surveillants dans les lieux de soins en fait. Alors que ce soit dans les services médicaux des pénitentiaires ou dans les services médicaux des hôpitaux, lorsqu'effectivement, dès qu'un soignant voit arriver effectivement 5 personnes habillées en cosmonaute avec un détenu, de fait, vous pensez qu'il est dangereux. Là, en fait, c'est un patient à fleury-mérogis qui est au QD. Il n'est pas si dangereux que ça parce que j'ai parlé avec lui pendant 1 heure sans avoir été étranglé ni même agressé, il m'a même serré la main. Enfin, c'était avant le Covid. Et là, en fait, vous les voyez à lui amener un plat de nouilles. Donc, vous voyez que quand on vous amène un plat de nouilles habillé en cosmonaute, forcément, on pense qu'il est très dangereux. Mais en fait, ce n'était pas du tout un homme dangereux, plus que ça. Après, cette photo, c'est aussi pour les difficultés de la gestion de la contention sur les brancards dans les transferts. Parce que du coup, il y a un peu des fois des amalgames entre les contentions de psychiatrie et puis le menottage. Vous voyez, là, c'est un patient qui n'est pas du tout fou, ni suivi par la psychiatrie, mais qui va avoir des contentions de psychiatrie pour pas qu'il se sauve du brancard, et qui va partir en plus en ambulance pour un transfert judiciaire. Donc vous voyez que des fois, on finit par avoir des mélanges des genres qui est un peu compliqué. Donc là, il va avoir le juge dans une ambulance avec une contention de psychiatrie, alors qu'il va très bien. Là, vous voyez des bureaux avec le secret médical où, par contre, ils ont tellement peu de place que tous les dossiers médicaux sont devant le patient qui consulte le médecin avec heureusement, il y a que les 3 premières lettres des noms, mais enfin, c'est quand même un peu compliqué. Nos recommandations habituelles, c'est bien sûr les escortes doivent. La règle, c'est pas que les escortes doivent être présents au moment des soins, c'est que c'est le médecin qui décide s'il se sent en insécurité, que l'escorte doit rester ou pas dans son bureau avec la personne. Et puis, ça c'est plutôt pour la pénitentiaire. Il faut bien sûr adapter les mesures de contrainte, les entraves, les menottes. Et faites attention aussi, on a vu des hôpitaux où les listes de patients sont mis en fait comme ça sur des tables ou affichées devant les services médicaux et tout le monde voit qui a rendez-vous après. Là aussi, il faut le cacher. Nos recommandations habituelles, c'est aussi la formation, je vous en ai parlé, et puis les boîtes aux lettres. En bonne pratique, par exemple, il y a une prison, lorsque la personne est condamnée au QD par le conseil de discipline, s'il n'y a pas de médecin pour aller le voir effectivement rapidement dans la cellule, l'établissement diffère sa mise au QD en attendant que le médecin puisse aller le voir pour vérifier que tout va bien. Sur les soins d'urgence, la permanence des soins somatiques, souvent maintenant, elle est partout acquise.
faut faire attention, il y a quand même des prisons où les boutons d'appel de nuit ne fonctionnent pas. Bon, heureusement, il y a toujours des fois un détenu qui arrive à crier tellement fort que avant la ronde, au bout de 2-3 heures, quelqu'un quand même arrive à appeler quelqu'un, mais c'est quand même pas si simple que ça partout. Les appels sont pas partout tracés encore, donc des fois on ne sait pas qui a appelé la nuit. Et puis la formation au secourisme des surveillants et des soignants n'est pas partout non plus très actualisée ni régulièrement faite. Enfin, la formation des surveillants, de toute façon, souvent, ils n'arrivent pas à faire leur formation obligatoire tous les ans, et des fois, elle n'est même pas faite tous les 3 à 5 ans, ce qui pose des difficultés quand même. Bon, là, c'est des exemples de... ça, c'est cellule. Ça, il y a la CPRO-U, effectivement, qui est aussi une difficulté. Pour nous, la CPRO-U, en fait, c'est effectivement qu'elle ne serve que en attendant, en fait, un transfert en établissement hospitalier. Donc, c'est vraiment une gestion qui doit être très temporaire, et uniquement le temps d'avoir une place, que le patient s'en aille en hôpital, ou que ce soit l'UHSA ou... Des bonnes pratiques, on en a vu aussi d'ailleurs dans ce niveau-là, puisque, je vous dis, il y a des hôpitaux qui prennent en charge des gens qui sont en quartier de semi-liberté, et puis la présence des soignants qui sont aussi là le week-end et les jours fériés, et voire des fois, il y a même des généralistes qui sont de garde 24 heures sur 24, mais là, honnêtement, ça devient très très rare. Ensuite, sur les actes médico-légaux, ça va aller plus vite. Bon, les certificats de coups et blessures, le point à retenir, c'est ce problème des ITT. Nous, des fois, on est confronté à des médecins qui refusent de mettre l'ITT. Nous, notre recommandation nationale, c'est que la loi dit que le médecin doit faire un certificat de coups et blessures si le patient le demande, et que de toute façon, un certificat de coups et blessures doit comporter une ITT. Si c'est pas l'affaire, c'est une formation qui dure même pas 2 heures pour savoir mettre une ITT à un patient, c'est pas compliqué. Et en fait, à un poste de médecin, en tout cas en détention ou en lieu de privation de liberté, doit intégrer le fait que le médecin sache faire déterminer des ITT sur chaque certificat de coups et blessures. Et bien sûr, il y a le problème de signalement au procureur. Nous, ce qu'on recommande, c'est que, alors bien sûr, sauf personnes vulnérables, le médecin, bien sûr, ne peut pas directement informer le procureur s'il y a effectivement des problèmes, sauf que, en fait, si le patient est d'accord, le médecin, bien sûr, a le droit. C'est-à-dire que le médecin peut dire proposer au patient, s'il en est d'accord, de transférer directement le certificat de coups et blessures au parquet pour éviter effectivement que ça transite par la cellule et la pénitentiaire. Les incompatibilités avec la détention, alors c'est dommage que j'ai pas beaucoup de temps d'en parler. C'est tout le problème des suspensions de peine et de la libération et des aménagements de peine qu'on vient de voir à Bednac. Mais bon, à la limite, vous pouvez lire les recommandations en urgence qui sont sorties hier. Vous aurez exactement le détail de la problématique de ces suspensions de peine. En reprécisant quand même que les certificats d'incompatibilité doivent quand même bien décrire les besoins de soins et d'assistance et d'aménagement des cellules qui sont nécessaires non seulement à la qualité de vie, mais aussi aux actes essentiels de la vie que sont l'hygiène, les toilettes, etc. Là, vous voyez effectivement des gens en fauteuil roulant, des lits médicalisés en prison. Alors avec ce gros problème de lits médicalisés, alors pour des gens qui peuvent se lever et sortir, ça peut aller. Pour des gens qui sont, par exemple, obèses à 150 kg et qu'il faut être 6 pour lever du lit, le fait que les lits médicalisés sont plus larges que les portes de prison nous a quand même posé un problème en termes de sécurité incendie, et ça, c'est pas résolu. Enfin, sur tout ce qui est hygiène et sécurité, c'est des sujets que vous connaissez très bien et qui sont en général bien faits. Je vais peut-être aller vite sur ça. Partout, il y a des kits d'hygiène et d'entretien. De moins en moins, on a des problèmes de rats et de cafards, mais enfin, il y en a encore. Faut être vigilant par contre pour le soin sur l'accès au frigo et au congélateur, parce qu'on voit quand même beaucoup dans les cellules des gens que soit ils n'ont plus les moyens de payer le frigo, ils l'ont plus, soit ils ont des petits frigos pour neuf et il n'y a pas de place, et du coup tout ce qui ne rentre pas dans le frigo reste sur le bord de la fenêtre. Ça, c'est un réel problème quand même pour le risque en fait de TIAC. On a vu une bonne pratique pour la première fois pour le coup à Bednac, c'est ils ont des frigos avec des petits congélateurs au-dessus, ça on n'avait jamais vu des congélateurs en prison avant, et ça pour le coup c'est pas mal. Alors là vous avez des photos de cafards, bien sûr, bon voilà, vous connaissez les cafards. Là c'est un placard qui était infesté de cafards de partout. Le problème c'est qu'il y en avait dans toutes les cellules, alors les gens n'arrivaient pas à dormir parce qu'ils avaient peur la nuit que le cafard rentre dans leur bouche. Bon, je les comprends un peu,
c'est pas très agréable de vivre avec plein de cafards. Là, vous voyez, la photo, c'est un peu impressionnant. Il y en a quand même partout, hein. Alors ça, c'est aussi pour la dignité, par exemple. C'est une prison où, en fait, pour surveiller la personne qui va aux toilettes pendant qu'elle fait du sport, ils ont enlevé la porte. Bon, c'est un peu gênant. Voilà, vous êtes en train d'être sur les toilettes, tout le monde vous regarde. Ça va pas. Ça, vous voyez effectivement les stockages de nourriture. Ça, c'est vraiment très courant. Alors, vous avez à la fois du frais, du pas frais. Vous avez des fois de la viande, hein. Vous avez du saucisson, là, quand même, qui est là. Bon. Et ça, tout ça, ça reste dans la cellule. Après, vous avez aussi ce qu'on trouve de bien. Voilà, vous avez des petites plantes sur les bords des fenêtres qui sont sympathiques. Vous avez des vues de loin. Parce que quand je vous parlais de la visibilité de loin, c'est ça. Et enfin, pour terminer, donc du coup, ce qu'on recommande, c'est effectivement à chaque fois, la dératisation, la désinsectisation qui va bien. C'est l'hygiène corporelle quand même qui doit avoir la douche quotidienne aussi, c'est important. Ils n'ont pas tous la douche quotidienne. Ils n'ont pas tous non plus un traversin, un oreiller. Alors des fois, ils vous demandent de faire des certificats médicaux pour dire qu'il doit avoir un oreiller. C'est pas votre boulot de faire ça. C'est la pénitentiaire qui doit fournir à chaque personne un traversin, un oreiller. Après, elle en veut pas, c'est son problème. Mais en tout cas, c'est pas au médecin de dire qu'il doit avoir un oreiller, ni un traversin, ni une couverture supplémentaire, etc. Enfin, tout ça, c'est ce que vous nous dites souvent et vous avez complètement raison. D'ailleurs, souvent, on vous donne raison. Une petite bonne pratique, il y a des prisons qui ont des petites boutiques de vêtements avec des conventions avec Emmaüs, etc. Pour les personnes indigentes, voire même ils font venir des sociétés qui viennent en vendre un petit peu comme ça à bas prix. Voilà, j'ai un peu dépassé mon temps, je suis un peu confus. Alors, il y a différents niveaux. Alors, le rapport déjà est contradictoire dans un premier temps. Donc, ce qui est grave, en général, la structure nous répond dans le mois. La structure a un mois pour nous répondre. Et ces réponses sont intégrées dans le rapport final qui, lui, est rendu public. Donc, il y a un premier niveau de réponse à ce qu'on dit, rapide, dans la mesure où ce qui est important, la structure a tout intérêt à répondre dans le mois pour dire ce qu'elle va faire, puisque après, dans le rapport public, ça va être inséré. Deuxième niveau, après, c'est tous les 3 ans, il y a en fait. Alors, les rapports, bien sûr, sont envoyés au ministre concerné après la structure. C'est-à-dire que le ministre de la Justice et de la Santé reçoivent tous les rapports aussi. Une fois que le directeur de l'établissement a répondu, le rapport est envoyé au ministre qui a 2 mois pour répondre. Donc, il y a un deuxième niveau de contradictoire. Et tous les 3 ans, le contrôle général fait un point sur les rapports de 3 ans d'avant, mais directement au ministre pour voir qu'est-ce qu'il a fait par rapport aux toutes recommandations qui avaient été faites sur ces points-là. Et enfin, la dernière chose, c'est que alors, quand la structure va pas bien, on repasse dans les 2 à 3 ans qui suivent pour justement voir si ça a bien évolué ou pas, en lui laissant quand même le temps d'évoluer, parce que c'est des choses qui sont des fois qui méritent quand même beaucoup de temps. Lorsque la structure va plutôt pas, enfin, on n'a pas relevé de choses graves, en fait, là par contre, on repasse pas avant effectivement 5 à 6 ans. Mais dès que vous faites l'objet de recommandations en urgence ou de lettres au ministre, en fait, vous êtes revu forcément dans les 2-3 ans qui suivent. Il y en a eu effectivement. C'est un sujet qui a d'ailleurs qui a fait l'objet de recommandations. Alors on fait aussi des fois des rapports thématiques, hein. On fait des rapports thématiques nationaux sur l'ensemble des structures. Et on a fait aussi un avis. Alors quand c'est plus court, on fait un avis sur quelques pages qu'on publie sur les femmes enceintes. Le gros problème des femmes enceintes aujourd'hui, à l'époque, c'était l'accouchement. C'était pas trop les femmes enceintes parce que maintenant les femmes enceintes sont dans des centres spécialisés. À chaque fois qu'on en a vu, c'était plutôt pas mal. Et le souci majeur qu'on voyait, c'était le problème des surveillants présents au moment des examens des femmes enceintes à l'hôpital et voire même à l'accouchement. Enfin, le gros scandale de l'accouchement, ça s'est produit à 2 reprises quand même. Et là, on a interpellé la ministre directement, à l'époque, de la Santé, pour interdire les surveillants d'être présents lors des accouchements. Parce qu'il y avait une tendance mais ça, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. En fait, il y a une tendance en ce moment, de plus en plus, à ce que les surveillants assistent aux soins, y compris aux radios. Je vois encore en ce moment des surveillants qui se mettent derrière la vitre de radiologie avec la manip radio, alors qu'ils n'ont rien à faire là. Ils assistent aux consultations à côté donc ils écoutent tout ce qui se dit. D'ailleurs, beaucoup de patients nous disent qu'ils ne veulent plus aller voir à l'hôpital parce qu'ils savent que le surveillant va être présent et qu'ils n'ont pas envie qu'ils entendent que il a des maladies, qu'il a ci, qu'il a ça, qu'il n'arrive plus à faire ça. Enfin,
ça devient aussi un blocage de l'accès aux soins, cette présence, cette tendance aux surveillants à vouloir sans arrêt rester à côté du détenu. Mais en fait, on les comprend. En fait, et quand on leur en parle, on dit oui, mais moi, s'il se barre, c'est à moi qu'on va reprocher qu'il soit sauvé, je vais être puni, etc. Et donc, on n'arrête pas de dire aux tutelles qu'il faut arrêter de vouloir punir un surveillant si le détenu ou le patient se sauve, parce que c'est pas de sa faute, quoi. Son travail, en principe, c'est s'assurer qu'il n'y a pas d'issue possible. Donc, en principe, en théorie, le policier, le gendarme ou le surveillant doivent faire le tour de la pièce, vérifier qu'il n'y a qu'une fenêtre. Bon, est-ce qu'elle donne sur quelque chose? Si elle donne sur quelque chose, faut qu'il y ait un surveillant qui aille de l'autre côté de la fenêtre. Et il reste derrière la porte fermée. Et si le médecin appelle au secours, là, il rentre. Mais maintenant, ça devient du systématisme, voire même les menottes. Maintenant, il y a même des gens qui sont menottés sur la table de radiologie avec des trucs en plastique pour pas que ça fasse effectivement sonner l'appareil. Mais c'est de plus en plus qu'on voit, on voit ces menottages et c'est systématique et ça, on n'arrête pas de le dénoncer. Ah oui, bien sûr, bien sûr. On fait les EPM, on fait les CEF, les centres éducatifs fermés, et on fait tout, en fait. Il n'y a pas de sujet. D'ailleurs, on vient de sortir un rapport thématique sur les mineurs en détention. Alors, les rapports thématiques, vous les trouverez sur le site du Contrôle Général, ils sont gratuitement téléchargeables. Sinon, si vous les voyez en Dalloz, ils sont en vente chez Dalloz, en fait.